Bonjour et bienvenue, on se retrouve en direct et en studio pour un nouveau rendez-vous de Suchita Uya. Bonjour Michel. Bonjour. Notre invité cette semaine, Jean Canarelli, bonjour. Bonjour. Président de l'Ordre des médecins de Corse du Sud. On va parler santé, forcément, tout au long de cette semaine. Étonnant. On aurait pu parler de plein d'autres choses. La première des questions, il y a eu ce plan santé d'Emmanuel Macron. On a vu quand même une certaine levée de bouclier de la part du monde de la santé. Vous en pensez quoi ? Oui, alors il faut savoir d'abord il y a déjà un avantage, c'est qu'il existe. C'est qu'il y a une prise de parole sur la santé, hein. Il faut déjà partir du côté positif. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été avancés, mais qui ont effectivement surtout concerné le secteur hospitalier, qu'il soit public ou privé, et beaucoup moins toute la partie libérale, qui est un point important de notre médecine en France. Donc la place du président dans ce type d'annonce, c'est fatalement un niveau stratégique. C'est au plus haut niveau, donc ce qu'il faudra voir derrière, c'est la redescente au niveau application sur le terrain. Donc moi, je ne serais pas aussi dur en disant que c'est très décevant, en disant que c'est pas assez détaillé. Il est normal que le président de la République en France donne des grands axes. Ensuite, il faudra voir la déclinaison et les choix politiques qui en découleront. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait une véritable déclinaison pour toute la médecine libérale, toute la médecine de premier recours, avec toutes les conséquences que ça a pour les patients directement concernés sur le terrain. Oui, vous qui êtes dans le métier complètement depuis longtemps, vous savez comment ça fonctionne. Et en fait, une fois que le président de la République a émis, comme vous dites, une décision de ce qu'il a pris, il a pris sa décision, et est-ce qu'il est vraiment conseillé par des vrais professionnels de la santé, ou est-ce que ce sont toujours les gens qui sont autour de lui ? Vous ne connaissez pas forcément ce qui se passe à l'Élysée. En revanche, moi je vois que les médecins, un peu partout, aussi bien sur le continent que chez nous, sont de plus en plus stressés, on va dire ce mot, mais ils sont de plus en plus inquiets surtout. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes, plus généralement tous les professionnels de santé, mais les médecins, parce que moi je représente l'ordre des médecins en particulier, particulièrement inquiets parce que nous sommes aujourd'hui, après 25 ans d'errement politique sur la politique de santé. Ça fait des années qu'on pratique une organisation de la pénurie de médecins. Ça fait des années qu'on rabote les dépenses de santé en ne pensant qu'à une chose, ça a un coût. Il faut voir qu'une population en bonne santé, c'est aussi un investissement. Ça permet à un pays entier de bien travailler. Or, pour remonter à quand même très longtemps, quand j'étais en première année de médecine, on avait un cours où on nous présentait, alors j'ai plus le nom du cours, mais on nous présentait l'organisation de la diminution du nombre de médecins. Ça, c'était au début des années 80. Cette organisation, elle avait un seul but, et c'était affiché. C'était de diminuer le nombre de médecins pour diminuer les dépenses de santé. Donc c'est pas d'hier le problème. Je vous rappelle aussi, mais vous l'avez peut-être pas en tête parce que vous n'êtes pas des professionnels de santé, c'est qu'à la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000, on a payé les médecins pour partir à la retraite de manière anticipée, à 55 ans. Il y avait le MICA. Donc on a organisé la pénurie de médecins. Ça a été une organisation choisie, mais qui ne remonte pas ni à ce précédent, ni à ceux d'avant. Et le numerus clausus. Ça remonte à plus de... Oui, tout à fait. Ça remonte à plus de 30 ans. Le numerus clausus est tombé au plus bas, il est tombé à 3800. Donc aujourd'hui, quand on nous dit 3800 passages en deuxième année, quand on nous dit qu'on va faire disparaître le numerus clausus et que grâce à ça ira mieux, il faut savoir que ce numerus clausus 3800, ça fait belle lurette qu'il a disparu. La dernière année du numerus clausus, on était à plus de 9300 médecins qui passaient en deuxième année. Donc c'est pas tellement le nombre, c'est le temps. Un médecin, pour qu'il sorte, une fois qu'on a décidé qu'il passe la première année, il faut entre 12 et 15 ans. Donc il y a une inertie qui correspond, pour être tout à fait trivial, à 3 mandats présidentiels. Donc je ne connais aucun président de la République en France qui pense 3 mandats plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on est soumis à des exigences électorales, et très souvent, déjà quand on est visionnaire, 2 mandats c'est beaucoup, 3 c'est presque impensable. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, parce que vous parlez des jeunes médecins, non seulement ils sont peut-être moins nombreux, mais en plus ils sont moins incités à aller vers ces professions de la médecine. On a vu avec la problématique des internes, on le voit avec le prix des consultations aujourd'hui.
Oui, alors, il y a deux sujets, parce que bon, c'est 9300 médecins qui sont rentrés en deuxième année, on va les voir à la sortie quand même s'il y a de la déperdition. Et puis ça va continuer à augmenter, on aura vraisemblablement 10, 12 000 en fonction des capacités de formation et des besoins. Donc à un moment donné, il va y avoir un croisement de ces courbes, entre les médecins sortants et les médecins entrants. Le problème, c'est qu'il va y avoir un laps de temps à respecter entre les deux, parce que l'inertie est là. Et il faut savoir aussi que, n'en déplaise aux statisticiens des années 80, on a inscrit pendant plus de 10 ans un quart de médecins en France qui n'avaient pas de diplôme français. Si on ne les avait pas eus, je pense qu'aujourd'hui on serait devant un véritable gouffre médical. On a eu la chance d'avoir un quart des médecins pendant 10 ans inscrits tous les ans au Conseil de l'Ordre avec un diplôme étranger. Quand je dis diplôme étranger, je n'ai pas dit des étrangers, j'ai dit de diplôme étranger. C'est-à-dire qu'on a eu des médecins qui ont été inscrits avec des diplômes belges, des diplômes roumains, et qui étaient tout à fait français, qui étaient allés faire leurs études en Belgique, en Roumanie, en Espagne, au Portugal. Il y avait des étrangers aussi, mais qui sont aussi pas uniquement. Efficaces. Pas uniquement. Donc ça veut dire qu'on a créé cette pénurie, et que de manière presque mécanique, on a créé le contournement de la pénurie. Donc il y a un véritable problème de logique politique de santé, là. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. À demain. À demain. Bonjour à vous tous et à vous tous. On retrouve notre invité, le docteur Jean Calarelli. Bonjour. Bonjour. Bonjour Miguel. Bonjour. On retrouve donc président de l'Ordre des médecins de Corse du Sud. On parlait de cette problématique de la médecine, des médecins épuisés, des médecins stressés, disait Michel également. Et c'est un sujet qui vous tient à cœur, il y a ce partenariat public-privé entre libéral, fonction publique. C'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur. On vous a entendu en parler au cours de plusieurs réunions, notamment à l'Agence régionale de santé. On fait appel à ce partenariat quand il y a le feu dans la maison et puis après on l'oublie. Alors, j'espère que ça ne sera pas le cas. Oui, on a fait beaucoup appel à ce partenariat pendant la crise que nous avons tous traversée. Maintenant, je suis un des fervents partisans de la coopération et du partenariat entre tous les acteurs de la santé, publics et privés bien entendu, au niveau d'une région bien entendu, au niveau des établissements, que ce soit des hôpitaux et des cliniques, et au niveau des médecins libéraux et des établissements, de manière à ce qu'en termes de santé publique, on réponde aux véritables besoins de la population, qui n'a pas besoin d'avoir une espèce de concurrence larvée, bien vécue, mal vécue, avec tous les acteurs de la santé. On a tous notre rôle à jouer, et les patients ont besoin de nous tous et notre région aussi. Alors, justement, dans notre région, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a un problème du médecin généraliste, il y a un problème de l'hôpital. Et là-dessus vient, et c'est là peut-être ce qui a déclenché depuis 2 ans ou 3 ans le grave problème, il y a la contamination des pandémies, de la grippe et tout ça. Donc cette charge de travail du médecin, du soignant, de la petite infirmière à l'hôpital, a fait que ça a déclenché une sorte de catastrophe qui fait que, au bout de la chaîne, le patient, il est la victime aussi. Alors d'abord, nous sommes tous patients, donc nous sommes tous potentiellement victimes, Michel, et ensuite, la petite infirmière, c'est pas le terme que je dirais. Pour moi, il n'y a pas de petite infirmière, c'est un grand métier, infirmier. Au même titre que les médecins, au même titre que tous les acteurs de la santé, chacun a son rôle à jouer, c'est une grande chaîne, et il suffit qu'il y ait un maillon qui casse pour que toute la chaîne, bien entendu, soit plus qu'affaiblie. Donc aujourd'hui, le véritable souci qu'on a eu, c'est que pendant cette crise, on s'est contenté en fait de voir l'effet révélateur. C'est un problème sous-jacent qui dure depuis plusieurs années, et la crise l'a mis en évidence. Le problème des ressources en personnel dans la santé, ça ne s'est pas créé en 3 ans. C'est pas vrai. Ça serait mentir de dire ça. Ça veut dire qu'on a un problème qui aujourd'hui s'est révélé. Mais il était là, ce problème. Pendant des années, tous les ans, parce que on a appuyé sur le corps médical dans son ensemble, et ils ont tenu. Tout le monde a tenu. Mais cette année, ça tient aussi. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème et on le dit. Avant, on le savait, on ne le disait pas. Donc la vraie différence, c'est qu'on a un problème de ressources humaines qui ne suit pas et qui suit de moins en moins. Il faut le reconnaître. On a des besoins qui vont grandissant. Il faut le reconnaître aussi. Mais le problème, il est tous les ans en hiver. Tous les ans, on a la même angoisse dans tous les services, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Ça ne remonte pas à hier ou avant-hier, ça fait des années.
Sauf qu'aujourd'hui, on ne le supporte plus. Tous les ans, on voit ces reportages, même bien avant la crise Covid, on voyait lors des épidémies de grippe, ces services d'urgence surchargés, ces services... Oui, parce qu'on a un fonctionnement qui, aujourd'hui, a du mal à s'adapter. On est tendu. On a les 35 heures. Les 35 heures qui ont été mis en place maintenant depuis très longtemps, donc on ne devrait plus en parler. Sauf que on n'a jamais réglé le problème dans le monde hospitalier où on travaille. C'est une société de services humains. Donc on travaille 24 heures sur 24. Quand vous appliquez des 35 heures, comme vous pourrez le faire dans une entreprise qui, elle, peut réduire d'1 heure tous les jours son activité, ça peut aller. Mais quand vous l'appliquez dans une entreprise, parce que le monde hospitalier est une entreprise où on travaille 24 heures sur 24, quand vous faites plus que 35 heures, ça fait 4 heures de moins. 4 heures de moins, il faut les trouver, il faut embaucher, il faut former, il faut organiser. Et c'est là que ça devient difficile. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais véritablement soldé. Donc on tire sur les personnels depuis des années. Moi, il y a un truc qui m'a toujours surpris depuis quelques années, c'est que, il y a un nombre restreint, comme on disait, de médecins qui sortent de la faculté. Ils ont envie d'être médecins, ils font des études pour, et puis après, ils sortent, ils ont le diplôme, et ils ne veulent pas être médecins. Ou alors ils ne veulent pas aller au fin fond du canton de la côte orientale corse, où on ne veut pas aller dans le massif central, où on préfère des grandes villes. Et alors tout d'un coup, on est obligé, quand on est patient, et on est tous patients, comme vous dites, on est obligé de dire, mais le médecin, et on le voit de plus en plus dans les reportages à la télévision, le médecin arrivent à la retraite et ils ne sont pas remplacés. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et si on le savait, on le ferait, je l'espère en tout cas. Mais là, aujourd'hui, on parle de médecins, on ne parle pas de missionnaires, on ne parle pas de hussards blancs de la République. On parle d'hommes et de femmes qui ont besoin aujourd'hui de trouver des conditions de vie que tout le monde demande en 2023. C'est-à-dire que quand on parle d'un désert médical, souvent c'est un désert tout court. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de poste, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. C'est des espaces immenses avec personne à l'intérieur. Comment voulez-vous être attractif pour un médecin, sa famille, ses enfants, si vous n'avez même pas tout ce qui est nécessaire aujourd'hui à un citoyen pour fonctionner. Donc on ne peut pas penser que le médecin, c'est un élément complètement différent, distinct du reste de la société. Il est inséré dans une société et comme tel, il a les mêmes besoins que tout le monde. Et il faut dire qu'aujourd'hui, c'est la société des 35 heures. Et le médecin qui travaillait 70 heures jour et nuit, d'abord, il n'existe plus. Ensuite, ce n'est pas souhaitable non plus. Et puis, s'il travaillait vraiment 70 heures et s'il travaillait mal, on lui reprocherait de trop travailler. Parce qu'il y a eu une évolution de la société. Donc le médecin est inséré dans sa société et vit comme on vit aujourd'hui en 2023. Merci beaucoup. On se retrouve demain. À demain. Bonjour, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour à notre invité, le docteur Jean Canaré. Dit bonjour. Bonjour. Président de l'Ordre des médecins de Corse du Sud. On parlait de ces ressources humaines parce que c'est vraiment le cœur du débat aujourd'hui. Il y a le nouvel hôpital qui va ouvrir, qui est en plein déménagement sur Ajaccio. Est-ce qu'il y aura les personnels pour aller derrière chaque poste dans ces locaux flambant neufs ? Écoutez, je ne connais pas le détail de l'organisation de l'hôpital. J'espère que oui. J'espère que oui, parce que c'est un nouvel outil qui sera certainement beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus efficient. Donc tout le personnel qui était réparti pour tenir dans ce vieil hôpital qui était, il faut le dire, en mauvais état, aujourd'hui trouvera toute sa place dans ce nouvel établissement flambant neuf, auquel viendra bientôt se joindre la nouvelle clinique à Ajaccio d'ici une année. Et je crois que tous les Ajacciens et toute la population de Corse du Sud plus largement ne peut que se réjouir de cette évolution de nos bâtiments. Parce qu'à partir de là, on aura un service et une offre, en tout cas au niveau établissement de santé, digne de ce qu'on mérite dans notre région. Il y aura un plateau technique différent, il y aura des évolutions de ce point de vue-là ? Les plateaux techniques différents, et on va couvrir le même type de besoins, sauf qu'on le couvrira avec des outils modernes, fonctionnels, sécurisés et de qualité. Donc quand on va passer dans le chapitre soins intenses, on va peut-être parler de la vaccination. Aujourd'hui, et depuis donc 2 ou 3 ans, les gens sont habitués à être vaccinés. Première dose, deuxième dose, troisième dose.
Il y en a qui râlent, il y en a qui sont anti, il y a de la contamination. On ne sait pas d'ailleurs toujours si, quand on est vacciné, quand on vient d'être vacciné, on est contagieux ou on n'est pas contagieux, on est encore sensible ou on n'est pas encore sensible. On ne sait pas tout ça. Tout ça est bien mystérieux. Et maintenant, aujourd'hui, en 2023, on attaque la 5e dose. Bon, personne n'en parle beaucoup de la 5e dose en ce moment, mais c'est quand même, on est arrivé à un stade d'évolution. On va s'arrêter à combien ? Écoutez, d'abord, comme il est d'usage maintenant dans notre pays, je vais faire état de mes conflits d'intérêts. Je suis un pro-vaccin. Voilà. Je suis un pro-vaccin au sens général du terme. Vous avez évolué, parce qu'au début de la vaccination, vous étiez un peu plus sceptique. Non, j'étais pas sceptique, c'était la qualité des vaccins, c'est pas pareil. Et c'était sur un certain nombre de vaccins, on pouvait se poser des questions. C'était pas des vaccins tout en étant des vaccins. Voilà, il y avait des inconnus sur beaucoup de vaccins. D'ailleurs, on voit bien que certains vaccins dans d'autres pays ne donnent pas d'excellents résultats. Donc moi, je suis globalement un pro-vaccin. Je pense que c'est au niveau de la médecine, c'est une des plus grandes avancées de ces dernières décennies. Qu'on arrive à vacciner des enfants en bas âge pour éviter d'avoir toute la kyrielle des maladies infantiles qui décimaient des enfants, c'est une grande avancée. Qu'on arrive à vacciner des personnes plus sensibles à la grippe ou à d'autres virus, c'est une grande avancée. Qu'on soit arrivé à vacciner en aussi peu de temps une bonne partie de la population mondiale, pour le Covid, c'est fantastique. On peut dire ce qu'on veut, en tout cas, bon, moi c'est mon avis, hein, je comprends bien que d'autres ne l'ont pas. Pour vous dire clairement, moi cette année, j'ai fait, là, il y a quelques semaines, le vaccin de la grippe sur un bras et le vaccin du Covid sur l'autre. Et pourtant, j'ai eu toute la kyrielle des vaccins précédents. Pour autant, donc je pense qu'il faut le faire. Je pense que le vaccin, c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui de vivre de très bonne manière. C'est pas un vaccin qui est parfait parce qu'il y a une immunité qui diminue au bout de quelques mois. Pour autant, il nous permet de vivre normalement. Les pays où on n'a pas vacciné, on le voit bien aujourd'hui. On prend la Chine, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien du tout. Voilà. La France, malgré tout ce qu'on a traversé, les campagnes de vaccination successives, associées à une immunisation de la population, vous me direz, c'est vrai, parce qu'on continue à l'attraper, mais quand vous l'attrapez, ce virus qui nous a posé tous ces problèmes, et que vous êtes malade pendant 3 jours, et qu'au bout du 3e jour, vous sortez, ça change un petit peu de ce qu'on a connu dans les premiers jours de la pandémie. Les premiers jours où quand on l'attrapait, on n'était pas sûr de se réveiller. Alors on a appris à le connaître, on a appris aussi une approche thérapeutique différente. Aujourd'hui on a des médicaments qui commencent, comme le Paxlovid, à être efficaces, on sait quand est-ce qu'il faut donner des corticoïdes, on sait mieux gérer l'oxygène, mais on a aussi le vaccin. Et l'association de l'ensemble, il ne faut pas être manichéen, c'est pas que le vaccin, mais l'association de l'ensemble permet aujourd'hui à notre pays d'avoir pour sa population une vie normale. Et c'est très important. Justement ce médicament dont vous parliez là, le Paxlovid. Le Paxlovid. Oui. On le donne quand ? Parce qu'on en entend très peu parler. On voit quelques publications, mais du point de vue... On entend très peu parler. Si vous êtes en pleine santé, immunisé, vous avez déjà eu 3 doses de vaccin, on ne va peut-être pas penser à vous le donner. Une personne qui est un peu plus fragile, mal vaccinée ou avec une immunodéprimée, je pense qu'on lui donne. Et il faut le donner dans les premiers jours de l'apparition de la maladie, dès le diagnostic fait. Oui, ça mais c'est quoi ? C'est un pseudo-vaccin ? Non, pas du tout, c'est un antiviral. C'est un antiviral. Ouais, moi, comme vous disiez, moi, dans un bras, j'ai la grippe. Michel, vous êtes trop jeune pour qu'on pense à ça en vous voyant. Et dans l'autre bras, j'ai la 5e dose. Je me suis fait vacciner il y a 48 heures. Je ne sais pas si aujourd'hui, là, en ce moment, maintenant, je peux vous contaminer. En tout cas, ce n'est pas le vaccin qui va vous rendre contagieux. Ça, il faut être clair. Le vaccin ne contamine pas. Non, le vaccin ne contamine pas, mais quand on vous fait un vaccin... on vous fait un vaccin, on vous inocule quand même le virus. Non. Non, voilà. Alors ça dépend des vaccins, parce qu'on va être général sur le vaccin. Il y a des vaccins vivants atténués qui se font quasiment plus. Là pas du tout. Alors je ne sais pas le virus que vous avez fait, mais le vaccin que vous avez fait, c'est un vaccin ARN, c'est un bout d'ARN, c'est tout. Oui. N+. Ouais. Donc c'est une portion virale qui n'est pas active.
en tant que virus. Non, mais mais par contre, qui stimule tout à fait l'immunité. Voilà, mais moi, ce que je alors, c'est un peu schématique, parce que c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est un ARN qui déclenche la production par la cellule d'un certain nombre. Voilà. De vue de vous n'êtes absolument pas contagieux à cause de la vaccination. Ça ne vous empêcherait pas aujourd'hui d'avoir attrapé le Covid il y a 48 heures et d'être éventuellement contagieux. Non, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est autre chose. Non. Mais là, c'est la rumeur. Non. Grâce à vous, arrêtez cette rumeur. Très mauvaise rumeur. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Michel. Bonjour. C'est le docteur Jean Canarelli qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Jean Canarelli, le PET scan en Corse et le CHU, pour ou contre? Alors, je ne vois pas comment je pourrais être contre. Donc, si vous me posez la question, travaillant sur les deux sujets depuis des années, alors pas le CHU, c'est assez récent, mais sur le PET scan, ça fait presque 10 ans qu'on en parle. Oui, je suis totalement pour. D'abord parce que de plus en plus, on a besoin aujourd'hui d'en avoir un à proximité. On fait globalement 2 fois moins de PET scan que ce qu'on devrait faire aujourd'hui dans notre population. Après, il y a de vrais problèmes. Le vrai problème, c'est technique, c'est la production du produit nécessaire à la réalisation de PET scan, ce produit radioactif, qui a une demi-vie très courte. Une demi-vie, c'est le temps de destruction, pour être schématique, du produit, et malheureusement, au bout de quelques heures, il ne sert plus à rien. Donc ça veut dire qu'il le faut à proximité des centres où on fait les PET scans. Après, on a une géographie, je ne vais pas vous la décrire non plus, vous la connaissez aussi bien que moi. On est une île, bon ça c'est une certitude, on a une montagne au milieu, c'est une deuxième certitude, et il faut des heures pour aller d'un point à l'autre. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est une équation assez complexe. Est-ce qu'il faut un PET scan? Est-ce qu'il en faut 2? J'aurais peut-être la faiblesse de vous dire que si on peut en mettre 2, il faut en mettre 2, mais la production, on ne va pas mettre 2 cyclotrons. On va mettre... Le fameux drone qui a été pensé. Pourquoi pas, mais j'aimerais qu'on le teste un petit peu ailleurs. Si ça marche, c'est très bien. Mais un drone, si on met un drone, on peut mettre un avion, on peut mettre un hélicoptère, on peut mettre ce qu'on veut. Je veux dire, si on met un drone, après c'est une histoire de coût, je suppose. Mais je ne vois pas pourquoi un drone serait meilleur qu'un avion ou qu'un hélicoptère. C'est une histoire de transport. Donc pourquoi pas, si c'est utile à transporter de cette manière. Mais bon, avant d'arriver à un système automatisé, on peut utiliser certainement d'autres systèmes qui le sont moins. Ça a un coût, ça se calcule et on voit comment le faire. De l'autre côté, il y a aussi un coût humain avec une absence de suivi ou de diagnostic, en tout cas de facilité à l'accès à ce type de diagnostic qu'il faut prendre en compte. Je ne suis pas certain que ça soit très rentable de le faire en Corse. Pour autant, il y a bien d'autres sujets où on n'est pas rentable et on le fait quand même. On nous fournit de l'électricité qui aujourd'hui est largement pris en compte dans un système réglementé. On ne paye pas le vrai prix de sa production. Donc dans la santé, c'est pareil. Si on en a besoin, jusqu'à quel niveau on veut juger que le besoin de santé publique justifie de dépenser des sommes importantes, mais qui, je pense, le seront moins que du diagnostic retardé ou une prise en charge moins bien faite avec des patients plus lourds et plus coûteux à l'arrivée. Alors, essayons de vulgariser un tout petit peu, parce que moi, je suis pas un type forcément très intelligent. Non, ne vous sous-estimez pas. Mais un PET scan, c'est quoi? Ça sert pour quelle pathologie précisément? Et c'est fait comment? Voilà. Alors, vous me permettrez d'être imprécis parce que c'est quand même pas ma spécialité de base. Là, on est dans une organisation qui dépasse celle de la biologie. Mais pour autant, un PET scan, c'est un élément d'imagerie qui permet de localiser, par exemple, dans son utilisation, une des utilisations la plus fréquentes, de localiser un endroit où une tumeur pourrait avoir des métastases. C'est un de ses principaux usages, et c'est celui aujourd'hui qui peut-être nous intéresse au tout premier chef. Après, il y a certainement d'autres usages plus techniques au niveau cardiaque, rénal ou autre, mais en pratique, la cancérologie, c'est quand même aujourd'hui un élément indispensable pour permettre d'avoir une vision de l'ensemble du corps et des zones qui sont éventuellement métastatiques. Voilà, ça permet d'être très précoce et d'avoir un diagnostic très précis là-dessus. Il y a une vraie perte de chance pour les patients ici. Il y a des études qui ont été menées. Vous vous en rendez compte, vous aussi, peut-être en train que... Oui, alors il y a
Les études menées sur la vraie perte de chance, on les a pas. Par contre, c'est réellement, on en fait 2 fois moins qu'ailleurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de protocoles où en cours de traitement, on fait un PET scan à J15 ou à la 3e semaine, qu'aujourd'hui on ne fait pas forcément. Un patient qui a un traitement lourd, qui est un peu fatigué, on va dire peut-être pas l'envoyer en avion, en galère, pour faire un PET scan sur le continent, revenir, enfin c'est beaucoup de problèmes. Donc très certainement, on hésite et on pèse un peu la balance. Dans la balance, on met le poids des avantages et les inconvénients pour ce patient qui aura beaucoup de difficultés à se déplacer. Oui, c'est vrai que par exemple, moi, je connais des gens qui sont allés à Castelluccio, qui ont été traités plus ou moins rapidement par rapport à leur pathologie. Mais c'est vrai que les traitements et les équipements de Castelluccio aujourd'hui sont des choses qui permettent précisément de ne pas aller tout le temps à Marseille pour se faire soigner, et que c'est vraiment une sorte de liberté extraordinaire pour le malade d'avoir quelque chose comme ça à proximité. Et est-ce que on va aller vers un nouvel équipement beaucoup plus nombreux? Alors, en dehors de l'équipement, il y a l'organisation. Je fais partie de ceux qui ont travaillé sur le PRS précédent de 2018, qu'on va réécrire, tout notre projet de santé régional à venir. Et on avait évoqué, malheureusement le Covid nous a empêchés d'aller dans cette voie-là, on avait évoqué la mise en place d'un institut du cancer au niveau régional, qui avait pour objectif d'être une porte d'entrée pour tous les patients atteints de cancer, et avec une prise en charge qui n'était pas forcément à un seul endroit, qui pouvait être aussi bien dans le public que dans le privé, aussi bien à Ajaccio qu'à Bastia, ou en fonction du moment où se trouvait le patient, dans d'autres territoires de Corse, et avoir aussi le passage, s'il était indispensable, sur le continent. Ce qui nous intéressait, c'est que la personne atteinte d'une de ces pathologies ait une prise en charge avec un suivi et un parcours, un véritable parcours de prise en charge, qui ne l'envoie pas, par exemple, pour 6 mois sur le continent, là où il serait nécessaire d'y être pendant 10 jours, et d'avoir en retour sur la Corse une prise en charge, que ce soit en soins de suite, que ce soit en chimiothérapie ou en radiothérapie, le tout étant d'être dans un système cadré, où le patient n'est pas livré à lui-même sans savoir où il faut aller. C'est ça la vraie difficulté, c'est qu'il faut répondre à ces besoins-là, et cette réponse n'est pas forcément uniquement dans notre région, comme dans d'autres régions françaises, on peut aller dans la région d'à côté, mais en tout cas, lui doit avoir sa marche à suivre, doit avoir son parcours qui doit être pris en compte dans notre région. Une fois qu'il sait où il va, et on va lui dire, voilà, sur cette période-là, sur 15 jours, vous allez être pris en charge dans un établissement spécialisé, où on va vous faire ce type d'intervention qui ne se fait pas, mais vous aurez votre retour, ce qui sera là, vous repartirez à telle période de votre prise en charge, vous serez de retour chez nous pour la convalescence, pour la rééducation, pour le suivi, pour une chimiothérapie, toujours dans un système qui est aujourd'hui, qui doit se mettre à son service. Et on ne doit plus avoir ces patients qui vont un petit peu à l'aveuglette en fonction des moments où ils sont dans leur parcours médical. Il faut les accompagner, et surtout dans ces moments où les traitements peuvent être très lourds et très pénibles. Merci beaucoup, merci. À demain. À demain. Bonjour, bienvenue. Bonjour Michel. Bonjour. Notre invité, le docteur Jean Canarelli, bonjour. Bonjour. On n'a pas parlé du CHU hier. Ben oui, on n'a pas eu le temps. On s'est laissé emporter par le PET scan, et c'est vrai que le CHU, c'est un tout nouveau sujet qui est aujourd'hui en grand débat. Nous sommes une région sans CHU. Il y a aujourd'hui une démarche de la collectivité de Corse qui a été lancée avec le choix de se poser la question sur le besoin en CHU et des moyens pour y arriver. Donc ça a été lancé maintenant depuis quelques mois. Il y a eu pas mal de réunions de travail, un séminaire qui s'est fait à Corté, où il y a eu quand même des conclusions assez intéressantes, parce qu'il y a un véritable consensus, en tout cas de tous ces participants, pour dire oui, il faut un CHU. Ce CHU doit être particulier dans une collectivité qui est particulière.
avec des contraintes d'insularité, des contraintes géographiques, des contraintes de population. Donc aujourd'hui, si vous me demandez comment doit être ce CHU, alors d'abord s'il le faut, je vais vous dire qu'on peut tout à fait le faire. Ce qui est intéressant par contre, c'est ce qu'on va mettre dedans. Juste avoir un titre, ça ne me sert à rien. Par contre, si on met dedans ce qui correspond à nos besoins territoriaux en termes de formation, en termes d'attractivité, je vais vous dire oui. En termes de prise en charge, bien sûr que je vais vous dire oui. Et une des particularités qu'on a tous mis en évidence et qui est ressortie des groupes de travail, c'est que, vu notre faiblesse démographique, et vu la répartition des activités entre les secteurs publics et privés, il était important d'avoir une convergence des deux secteurs, et on devrait arriver à faire un CHU, pour le coup ça sort du cadre habituel de la République française, qui soit public-privé, avec des interactions entre tous les acteurs, qui permet d'avoir un échange et une coordination d'ensemble. On veut un CHU qui soit aussi délocalisé, qui ne soit pas localisé uniquement sur une ville ou sur un bâtiment. Donc il faut créer un élément un petit peu novateur avec Bastia, Ajaccio, la Balagne, la Côte-Orientale, l'extrême sud. Donc on doit oublier aucun territoire parce que notre besoin est là, notre particularité est là. Donc on a, je ne vais pas vous dire une page blanche, parce que c'est un centre hospitalier universitaire. En fait, d'abord, c'est un centre hospitalier régional, et le U, c'est universitaire. Les deux doivent coïncider pour faire un CHU. Donc, bien entendu, il y a l'Université de Corse qui a son rôle à jouer. Et aujourd'hui, tous les acteurs se sont mis autour de la table et vont dans ce sens. Formation, public-privé, et besoins des patients couverts sur l'ensemble des territoires, avec, bien entendu, que ce soit en termes de formation ou en termes d'équipe médicale, des interactions avec les universités continentales et les CHU continentaux qui pourront nous apporter non pas des compétences supérieures, mais des compétences là où on ne peut pas les avoir, c'est-à-dire que si vous avez une pathologie qui se produit tous les ans une fois pour 100 000 habitants, vous avez 300 000 habitants, vous en aurez 3 par an. Dans d'autres régions, vous avez 10 millions d'habitants, vous avez une compétence qui se fait sur des pathologies assez particulières, et là, il ne faudra pas hésiter, là aussi, à faire des allers-retours si besoin, et d'avoir des liens avec ces universités, ces hôpitaux, pour le bien de notre population, parce que c'est quand même ce qui doit primer. Oui, alors il y a justement un organisme, partout en France d'ailleurs, qui s'appelle l'ORS, qui fonctionne justement en parallèle avec tout ce que vous venez d'énoncer pour étudier les différents cas de pathologie. Mais j'ai l'impression que, alors que ça semblerait utile d'utiliser cette ORS, j'ai l'impression qu'on ne s'en préoccupe pas forcément bien de l'ORS. Alors, l'ORS, c'est quand même pas un CHU. L'ORS, c'est... Ils étudient les différents... Oui, mais l'ORS travaille. Oui. L'ORS, aujourd'hui, arrive à la fin du premier temps de l'élaboration du registre du cancer. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui a été initié depuis quelques années, et pour le suivre, et d'ailleurs je fais partie de l'ORS en tout cas. C'est très compliqué ce registre du cancer, il fallait une salle sans fenêtre, c'était très difficile. Le registre du cancer, c'est très compliqué, parce que les informations sont très difficiles à avoir, parce que sur des supports complètement différents, vous avez des informations qui viennent des cliniques, des hôpitaux, des anatomo-cytopathologistes, des biologistes sur le continent, des CHU. Donc il faut arriver à croiser toutes ces informations pour avoir une information qui soit fidèle et réelle. Si vous vous basez sur des on-dit et des oui-dire, vous allez faire à peu près n'importe quoi. Donc la difficulté de créer un registre du cancer, c'est d'avoir des sources qui soient suffisamment fiables, que vous recoupez suffisamment, qui arrivent d'horizons complètement divers et qui vous permettent d'arriver à la fin à une analyse réelle de ce qui se passe en termes de cancérologie. Et là, on a les premiers éléments qui commencent à apparaître depuis très peu de temps et qui apportent ce sont les fruits de ce travail et qui a duré plusieurs années. Et oui, je pense que ça fait partie des éléments qui nous serviront beaucoup. Le CHU, c'est un modèle à inventer en Corse, en fait ? Ah, complètement. Le CHU, en tout cas tel que nous l'avons évoqué et tel que nous pouvons le souhaiter, en tout cas que je le souhaite, moi, c'est un modèle qui, aujourd'hui, n'existe pas sur le continent. Nous avons 330 000 habitants, ce qui est assez atypique. Nous avons une grande région, ce qui est assez atypique. Et nous avons un besoin de coopération de tous les acteurs. Alors pour le coup, les établissements, mais pas que. On a besoin de tisser des liens avec tout le reste de la médecine, entre autres libérale.
Avant de terminer, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur les épidémies. On est en plein dedans en ce moment, hein, avec la grippe surtout. D'après les résultats qui sont communiqués par l'ARS, on a l'impression que l'épidémie est en train de baisser et c'est un bon signe dans un sens, mais j'ai l'impression que ça peut être un mauvais signe dans la mesure où ça dit aux gens bon, tout va bien, c'est pas la peine de vous faire vacciner. Est-ce qu'on doit se faire vacciner quand même? Moi, je suis pour le vaccin, mais quel est le point de vue? Moi aussi, je suis pour le vaccin, mais comme on l'avait dit il y a quelques temps, à la limite plus le vaccin que le test. Ouais. Faut être, même si c'est contre mon métier de base, non, il faut aussi le test dans certains cas pour savoir ce qu'on a. Non, il faut vacciner. La grippe, on l'oublie, enfin, si on parle de la grippe en tout cas, on l'oublie peut-être, mais c'est pas une maladie si bénigne que ça. Hein. Les bonnes années, c'est 3-4 000 morts, les mauvaises années, c'est 10 à 15 000. Sans compter qu'on n'est jamais à l'abri d'une pandémie dévastatrice comme ça s'est produit il y a quelques décennies. Mais vous, le professionnel qui êtes au contact avec, en tout cas les résultats, pas forcément tous les patients, quelle est la photographie actuelle de la situation en Corse aujourd'hui? Alors la photographie actuelle aujourd'hui, elle est un petit peu... Bon, le Covid baisse, le Covid continue à baisser régulièrement, mais il y en a beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Hein. Rappelez-vous que le seuil qu'on s'était fixé pour s'inquiéter, c'était 50 cas pour 100 000 habitants. Là, on doit être quand même 7, 8 ou 10 fois au-dessus. Hein. La grippe, ça arrive aussi sur une période de plateau où ça commencera peut-être à baisser, mais on n'en est pas sorti du tout. Donc on a encore quelques semaines un petit peu délicates à tenir. Mais ça reviendra l'an prochain, il ne faut pas se leurrer, hein, ou ça reviendra cet été, en tout cas pour le Covid, parce qu'on n'a pas encore trouvé le cycle hivernal qu'on attend depuis maintenant 3-4 ans. Pour l'instant, c'est toute l'année que ça monte et que ça descend. Alors, ce problème de température, par exemple, c'est-à-dire l'été, l'hiver, la différence, est-ce que vraiment, quand il fait froid, quand on est en hiver, les virus fonctionnent, sont beaucoup plus virulents? Alors, mais c'est pas que le virus est vraiment plus virulent, c'est que notre état à nous a changé. Quand vous arrivez en hiver, déjà vous avez tendance à rester à l'intérieur. Bon, c'est évident quand on est dans notre région. En été, vous êtes plus souvent en plein air qu'en hiver. Donc ça veut dire plus de promiscuité, plus d'échanges, plus de rapports qui vous permettent de vous contaminer. Ensuite, il y a des phénomènes qui sont tout à fait physiques. C'est que vous avez des muqueuses qui sont les portes d'entrée d'un certain nombre de virus qui sont fragilisées par le froid, qui ont une résistance en tout cas au virus différente. Et l'ensemble favorise la pénétration du virus, et du coup ça devient plus facile, on est plus facilement contaminé, et c'est comme ça que des épidémies se créent. Mais pour l'instant le Covid, il a réussi à nous contaminer printemps, été, hiver, automne, il a raté aucune saison, hein, donc on peut lui faire confiance, il va nous trouver encore quelques facéties avant d'arriver à se réguler. Bon, et puis en même temps, avec les températures qu'il y a pour l'hiver, c'est vrai que c'est difficile à se repérer. Merci beaucoup en tout cas. Merci. D'avoir pris le temps de venir sur ce plateau, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.